Et oui, avec Gérard Vespierre, géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Gérard, bonjour. Bonjour à vous, Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka, une matinale vraiment très spéciale, Gérard, avec cette libération des otages qu'on a fait vivre en direct à nos auditeurs depuis 6 heures du matin. On attend encore que les 13 derniers otages passent de la Croix-Rouge en territoire israélien. Mais c'est vrai que ce sommet de Sharm el-Sheikh, il a beaucoup d'importance parce qu'évidemment, la libération des otages, c'était uniquement la première phase de l'accord de Donald Trump, hein, et désormais, tout le monde a les yeux rivés sur ce qui va se passer dans la deuxième phase potentielle de cet accord. Donald Trump est arrivé en Israël aujourd'hui et ensuite il va donc se rendre en Égypte, hein. Et il a quand même beaucoup à faire, Gérard, puisqu'il va falloir convaincre un peu tous ces 20 pays qui vont venir à ce sommet de continuer avec sa vision pour Gaza. Je pense qu'il y a en réalité, voyez-vous, dans cet accord, trois piliers. Premièrement, le premier pilier, c'est effectivement le cessez-le-feu et la libération des otages. Le deuxième pilier, c'est la partie démilitarisation qui a à nouveau deux volets. Premièrement, le retrait progressif de Tsahal qui a déjà commencé, et l'autre volet, c'est effectivement le désarmement du Hamas. Troisième volet, cette fois-ci politico-administrativo-juridique, qui va être la gouvernance de la bande de Gaza pendant les mois et deuxièmement les années à venir. Donc on a une première étape d'un grand tour du Moyen-Orient à venir. Alors, c'est vrai que l'originalité de ce plan de Donald Trump, Gérard, on a eu l'occasion d'en parler un peu, mais c'est vraiment, c'était fort de sa part, c'est d'avoir embarqué, avant même d'avoir convaincu Israël et les Palestiniens, un certain nombre d'États arabes dans sa vision qui est présentée aujourd'hui à Sharm el-Sheikh. Et ces États arabes, c'est pas forcément ceux auxquels on s'attendait, puisque en dehors des voisins, on va dire, traditionnels de la Jordanie ou de l'Égypte, ou même de l'Arabie saoudite, Donald Trump a contacté depuis le début le Pakistan, l'Indonésie et embarqué Recep Tayyip Erdogan et la Turquie. Et ça, c'est pas forcément des amis d'Israël, loin de là, mais sans doute que ça a aussi changé la donne. Alors, je crois qu'il faut être aussi prudent dans la personnalisation, bien sûr, très médiatique de cet accord vis-à-vis du président des États-Unis. Il y a l'administration américaine profonde, aussi bien le département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères américain, que le Pentagone, qui sont impliqués depuis des années, des années. Donc, il y a eu cette impulsion depuis 2018-2020 de la préparation des accords d'Abraham et la signature des premiers. Donc il y a eu déjà ce premier revirement euh, avec l'attraction d'Israël pour les accords économiques, et il y avait en échange bien, des décisions politiques aussi pour Israël d'accepter un certain nombre d'éléments de reconnaissance. Donc, on le voit avec l'Arabie saoudite. Mais ce qui a été fondamental dans la dernière ligne droite, c'est effectivement, je dirais, la triplette Erdogan, Al-Thani et puis le Hamas. C'est-à-dire, ont été mis devant leurs responsabilités, et la mouvance des frères musulmans qui ont été à la base de la création du Hamas, frères musulmans qui sont dans l'orbite et qui sont soutenus par le Qatar et qui sont aussi dans l'orbite du pouvoir à Istanbul. Donc ils avaient tous les deux la mission, à mon avis beaucoup moins importante que le Pakistan et l'Indonésie que vous avez cités, d'influencer et de modeler la décision finale du Hamas sur le cessez-le-feu. Mais de toute façon, on était au bout de la route, puisque avec cette guerre longue et très sanglante voulue par le Hamas, le Hamas a obtenu finalement politiquement, au prix de beaucoup, beaucoup de sang versé de son propre peuple, et bien un éloignement international d'Israël et un accroissement du support vers la création de deux États. Donc, un couple humain énorme, supporté, décidé par le Hamas, mais finalement un gain politique, entre guillemets, obtenu par la partie palestinienne.
Alors justement, donc c'est pas gagné, si on veut résumer ça comme ça, Gérard, puisque là, on a besoin de consolider la paix, vous l'avez dit, et on a besoin après de reconstruire Gaza. Et là, il va y avoir besoin de tout le monde finalement, en tout cas d'une aide régionale intense. Tout à fait, mais Gaza, vis-à-vis de la population mondiale, n'est-ce pas, c'est 0,0, voilà. C'est 2 millions de personnes vis-à-vis de la totalité des moyens économiques de la planète. Donc, si effectivement beaucoup de bras retroussent leurs manches, eh bien, il y aura un rétablissement des conditions normales de vie en quelques années. On n'est pas à l'échelle ici d'un pays de 40-45 millions d'habitants comme l'Ukraine, n'est-ce pas, où il y aura effectivement un programme de reconstruction bien plus important. C'est faisable. En plus, il y a les ressources effectivement du monde arabe. Et donc, 1 milliard de dollars par jour, par jour, pardon, par mois, cela fait 10 milliards dans l'année, 12 milliards dans l'année. Eh bien, c'est possible d'aller à un très bon pas de reconstruction, de vitesse de reconstruction et de rétablissement de conditions normales de vie. Alors, l'éléphant dans la pièce de ce sommet, tout de même, Gérard, c'est qu'il n'y a pas d'Israéliens, pas de Benjamin Netanyahou, pas de haut conseiller de Benjamin Netanyahou. Par contre, même le président iranien a été invité et Mahmoud Abbas sera là. Pas très normal, non? Alors effectivement, est-ce que c'est un geste de politique intérieure vis-à-vis d'une situation politique extérieure de la part de Netanyahou? N'oublions pas que sa coalition ne tient qu'à un siège, que sa coalition est dans les mains de deux leaders qui se sont opposés à cette démarche, Smotrich, Ben-Gvir. Donc vous avez une difficulté que j'interprète de cette façon intérieure israélienne et de façon à ne pas, je dirais, conduire sa faible coalition, un siège seulement de majorité, à l'éclatement, ce qui serait bon ni pour l'extrême droite, ni pour Netanyahou personnellement. Donc, je pense qu'il a peut-être eu ce chemin de dire, eh bien, nous agissons sans participer à la grande table ronde, mais finalement, ce qui était important, c'est la signature qui a été faite il y a quelques jours. Ma dernière question, Gérard Vespierre, ce sera le rôle éventuel de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Hier, Hussein Al-Sher, qui est le bras droit de Mahmoud Abbas, a rencontré l'ancien Premier ministre britannique et on sait qu'il avait déjà quelque part peut-être inspiré une partie de ce plan de Donald Trump et il est pressenti pour jouer un rôle central dans la direction de l'organisme de transition après la guerre dans la bande de Gaza. Est-ce qu'à votre avis, Tony Blair, c'est la bonne personne? Écoutez, c'est un homme, premièrement, d'expérience, deuxièmement, qui a été impliqué dans la région, troisièmement, qui vient de nulle part, pardon pour cette expression, mais il n'a pas de responsabilité actuellement, il n'a pas de vie politique. Donc, il a un profil très intéressant pour être dans ce type de position, à savoir de coordinateur suprême, si je puis dire, d'un comité international. Reste à voir comment, après, les moyens vont être mise en place, surtout d'un point de vue militaire. La force de sécurisation, comment va-t-elle être organisée, quand va-t-elle être mise en place, quel sera son pouvoir personnel vis-à-vis de cette force. Il y a de prévu, je crois, 200 GIs, 200 soldats américains pour pas organiser, mais compléter, observer le bon déroulement. Donc, je pense que de ce point de vue-là, la responsabilité de la force, je dirais, sécuritaire militaire va être importante. Va-t-elle dépendre de lui ou d'une autre organisation? Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous ce matin au pied levé dans cette matinale spéciale sur la libération des otages. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté, même si je le rappelle et que nos auditeurs le savent bien, parce que vous êtes souvent sur notre antenne et on vous en remercie. Bonne journée.